تسمية النائب الأستاذ فنان سلام. Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. L'invité de ce journal, Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise. Bonsoir, Monsieur Salouane. Bonsoir, Monsieur Berberi. Alors, 13 avril 1975, 13 avril 2013, il y a 38 ans, jour pour jour, débutait la guerre civile au Liban. Alors, 38 ans après, est-ce que les responsables politiques ont tiré des leçons de ce conflit ? Vous savez, hélas, c'est un triste anniversaire que celui du 13 avril 1975. C'est un anniversaire qui est toujours ancré dans la conscience des femmes et des hommes de ma génération, cette génération de la guerre, qui a payé un long tribut, un très lourd tribut plutôt, 150 000 morts, des milliards de dollars de pertes, des dizaines de milliers de jeunes qui ont émigré définitivement du pays. Et hélas, jusqu'à présent, nous sentons que la plaie sociale existe toujours. Jusqu'à présent, nous n'avons pas su faire le vrai mea culpa. Jusqu'à présent, hélas, les mentalités, et plus spécialement les mentalités de nos hommes politiques qui dirigent ce pays, n'ont pas changé. Les élites n'existent pas. Nous n'avons pas encore décidé de passer à une vitesse ou à une étape ultérieure, l'étape de la pacification, l'étape de la vraie vie commune, une vie paisible entre toutes les communautés libanaises. Monsieur Salouane, on voit à l'écran des images d'archives de 75. Justement, alors à quoi vous pensez quand vous revoyez ces images ? Bien, vous me ramenez à ma jeunesse, à mes années de 18 ans, 25 ans, où vraiment je peux vous certifier que la majorité des jeunes étudiants qui ont pris parti à ce conflit n'étaient pas préparés pendant les années d'école qu'ils ont passées. Parce que vous savez, c'est la génération qui avait entre 14, 15 ans et 22, 25 ans qui a pris part à cette guerre-là. Nous n'étions vraiment pas préparés ni à faire partie de milices, ni à essayer de vivre dans ce contexte-là. Nous étions des jeunes étudiants, des jeunes élèves d'école ou des jeunes universitaires qui préparions notre avenir, qui avions conscience et qui avions devant nous un avenir vraiment florissant, parce que les années 70... Et 38 ans après, M. Salouane, la question des armes illégales refait surface et le gouvernement n'arrive toujours pas à contrôler ces armes illégales. Parce que je crois, M. Berberi, jusqu'à présent, la guerre n'est pas vraiment terminée. Dans la mentalité des gens, jusqu'à présent, nous ne sommes pas d'accord ni sur notre identité nationale, ni sur le régime politique et politico-économique dans lequel nous voulons vivre. Est-ce que Beyrouth doit être Hanoï ou Hong Kong? Nous ne sommes pas d'accord sur l'avenir de ce pays. Nous ne sommes pas d'accord. Vous savez, dernièrement, au palais présidentiel, il y a eu un certain accord qu'on appelait l'accord de Bagdad, dans lequel on stipule la neutralité positive du pays. Et personne ne veut l'appliquer. Nous sommes, hélas, nous vivons en faction. Et à l'occasion, M. Salouane, de ce 13 avril, le président Sleiman appelle à l'unité, appelle à renforcer la coexistence islamo-chrétienne au Liban. C'est le seul choix que nous avons devant nous. Sinon, nous allons vers une implosion, une nouvelle implosion du pays. Et je crains même que la nouvelle génération, la génération de nos enfants à nous, ne doivent nous regarder en tant quoi de gens, des gens criminels ou des gens vraiment idiots. Et justement, quelles sont les responsabilités du chef de l'État maintenant ? Écoutez, le chef de l'État, c'est le garant de la Constitution, c'est le garant de la paix civile. Mais qui n'arrive toujours pas à réunir les différents partis autour de la table du dialogue. Écoutez, vous ne pouvez pas obliger les partis à venir dialoguer si vraiment ils n'ont pas dans leur calendrier l'objectif de dialoguer, l'objectif de construire ce pays-là, l'objectif de construire un avenir paisible pour la génération de nos enfants, ces jeunes Mais quel dialogue, M. Salouane, avec le parti des armes, justement, parce que le 14 mars, le courant du futur refuse de dialoguer tant que la question des armes du Hezbollah n'est pas réglée. Écoutez, le Hezbollah doit bien comprendre qu'il doit vivre dans une entité politique homogène. Il ne peut pas être
à l'écart de cette entité. Il ne peut pas être lui-même garant de la paix, mais tout en étant vivant parallèlement à toute la société libanaise. Il faut trouver une issue pour les armes lourdes, essentiellement du Hezbollah, qui doivent s'intégrer dans la donne militaro-politique, gouvernementale et constitutionnelle du pays. Dans ce contexte du 13 avril aujourd'hui, c'est le Premier ministre Tamam Salam qui essaie de former un cabinet. Il y a une semaine, jour pour jour, le Premier ministre désigné était donc désigné. Est-ce qu'il a, à votre avis, le droit d'échouer dans sa mission? Vous savez, connaissant le président Tamam Salam, c'est un président très ouvert, c'est un président de dialogue, c'est un homme de dialogue, donc c'est un homme d'ouverture, c'est un homme qui écoute tout le monde, mais c'est un homme qui ne tergiverse pas sur les principes politiques, sur les principes nationaux. Dans tous les cas, son allégeance a toujours été une allégeance nationale. Lui, il essaie de mettre à ses côtés toutes les chances pour réussir. C'est un homme qui ne vient pas pour gouverner, c'est-à-dire il ne vient pas pour l'amour du gouvernement ou du pouvoir, c'est un homme qui vient avec une mission bien spécifique, celle de tenir les élections législatives, représentatives et libres dans ce pays-là. Et à partir de là, il va essayer, à travers cette tenue de ces élections-là, d'agir vers la réalisation du vrai printemps libanais. Mais à votre avis, va-t-on vers une bataille des portefeuilles ? Ah bien sûr, maintenant tout le monde. Vous savez, cette majorité de 124 députés pour la nomination du président Salam à la tête du gouvernement ne se reflète pas jusqu'à présent dans les tractations et dans les négociations pour former le gouvernement. Mais justement, quelle forme de gouvernement, à votre avis, Monsieur Salouane? On parle tantôt d'un gouvernement d'intérêt national, d'union nationale. Vous savez, c'est très vrai, nous avons besoin d'un gouvernement d'intérêt national. Hélas, tous les gouvernements d'union nationale ont été des gouvernements qui ont échoué. Parce que jusqu'à présent, nous ne sommes pas d'accord sur la définition même de l'Union nationale. Il nous reste 30 secondes, M. Salouane. Mais nous avons nous-mêmes un intérêt national qui est l'intérêt de la pacification et de la florescence du pays. Nous avons aussi bien la tenue des législatives, mais nous avons aussi des problèmes économiques, les problèmes sociaux. Donc oui. Il faudrait entamer une formation de gouvernement formé de personnalités, d'allégeance purement nationale, donc oui. Il n'y a pas de personnification, et avec un but bien spécifique qui est celui de la tenue des législations et d'essayer par tous les moyens de solutionner les problèmes économiques, parce que nous sommes à la veille de l'été où toute l'économie peut reprendre de l'entrain et peut reprendre avoir pousser vers l'avant encore plus. Georges Salouane, spécialiste de la politique libanaise, merci pour votre intervention. Coincé entre l'aéroport et les banlieues sud de Beyrouth, le camp de Burj el-Barajneh est la zone la plus peuplée de la capitale. Il héberge environ 18 000 personnes sur une surface d'1 km² seulement. De nombreux résidents du camp ont été profondément affectés par les guerres et les conflits successifs. Depuis fin 2008, Médecins sans frontières a mis en place un programme d'aide psychologique à l'attention des Palestiniens et des Libanais les plus vulnérables vivant dans et autour du camp de Burj el-Barajneh. My name is Rola Shar'iye. I work with MSF as health promoter in Burj el-Barajneh camp. As health promoter, my main responsibility is to raise awareness concerning mental health. And by raising awareness, I will try to diminish the misconceptions about such kind of service and the stigma that is related for persons seeking for mental health intervention. Ce matin, Roula fait sa tournée. Son objectif, visiter plusieurs familles dans le camp
véritable labyrinthe en perpétuels travaux où s'entassent plus de 18 000 réfugiés, le camp le plus dense de Beyrouth. Roula vient saluer la famille d'Ahmed qui est suivie régulièrement par les équipes MSF. Ahmed, 50 ans, habite Bourj el-Barajneh depuis sa naissance. Il a gardé le statut de réfugié palestinien. Élevé dans le camp, il y vit aujourd'hui avec ses 7 enfants. Son métier, carreleur. يمكن نطلع نلعب كنا اولاد نطلع نلعب لكن اولادنا بيلاقوش محل يطلعوا يلعبوا فيه. الوضع المعيشي اذا جينا من ناحيه اقتصاديه كثير سيء لانه الفلسطيني ما بيقدر يشتغل برا يا بده يشتغل عامل بالرفش زي ما شفتوا مراقبوا بالطرقات وشفتوا يا بده يقعد بالبيت. اذا انسان من جنسيه ثانيه بده يشتغل باخذ $1000 بالشهر، اذا كنت فلسطيني بيقولوا لي 500 على طول بيقولوا لي 500 وانا مضطر بدي اشتغل. وين بتحس اكثر شيء صعوبه؟ صدقيني بحس الصعوبه اكثر شيء بالصحه. بالصحه لانه الحاله الاقتصاديه ممكن اكل خبز وزيتون مع انه الزيتون صار غالي كيلو 5000 عام. Depuis 5 mois, même si le quotidien reste difficile, Ahmed se sent apaisé. Retour sur le plateau de l'info, les insurgés syriens ont lancé une nouvelle offensive ce samedi contre les forces gouvernementales à Kamishli. L'armée de Bachar el-Assad et des miliciens kurdes pro-régime contrôlent plusieurs quartiers du centre-ville, de cette ville du nord-est du pays, à la frontière turque. De violents affrontements entre rebelles et forces gouvernementales ont également été enregistrés près de la frontière avec le Liban. Autre tension, cette fois, c'est à la frontière avec Israël. Tsahal a annoncé avoir procédé à des tirs d'artillerie en territoire syrien en riposte à des tirs sur ses militaires déployés sur le plateau du Golan. L'armée israélienne dit ne déplorer aucun blessé. Des scientifiques de l'armée britannique ont trouvé des preuves médico-légales que des armes chimiques avaient été utilisées dans le conflit en Syrie. C'est ce que rapporte ce samedi le journal The Times qui cite des sources du ministère de la Défense britannique. Des tests sur des échantillons de terre prélevés dans une zone proche de Damas et sortis clandestinement du pays ont été conduits au département de recherche chimique et biologique du ministère. Le gouvernement syrien et l'opposition armée s'accusent mutuellement d'avoir employé des armes chimiques dans le conflit. Damas refuse toujours l'entrée de la mission d'enquête de l'ONU sur les armes chimiques. Le nouveau procès d'Hosni Moubarak tourne court. Le président du tribunal chargé de rejuger l'ancien chef de l'État égyptien s'est récusé dès l'ouverture de l'audience. Une cour d'appel devra désigner un nouveau tribunal. Le juge Mustafa Hassan Abdallah est mis en cause par la partie civile pour avoir acquitté les accusés de l'affaire dite de la bataille des chameaux. C'était le 2 février 2011 lorsque des pro-Moubarak ont attaqué les manifestants place Tahrir à dos de chameaux. Convaincre les autorités chinoises de mettre plus de pression sur la Corée du Nord, c'était l'objectif de la visite du secrétaire d'État américain John Kerry à Pékin ce samedi, où il a rencontré le président Xi Jinping. Les États-Unis et la Corée du Sud, mais aussi le Japon directement, menacés vendredi par Pyongyang d'une frappe nucléaire, cherchent à dissuader la Corée du Nord de procéder à un tir d'essai de missiles susceptible d'embraser la péninsule. J- avant la présidentielle au Venezuela, 19 millions d'électeurs sont appelés aux urnes pour désigner le successeur d'Hugo Chavez, un peu plus d'un mois après la mort du commandante. Un scrutin qui sera suivi par des observateurs de l'UNASUR. Nicolas Maduro, un modéré désigné successeur par Hugo Chavez, fait figure de favori. Son principal adversaire, Enrique Capriles, s'est engagé à tourner la page du chavisme. La plus haute statue du pape polonais Jean-Paul II au monde a été inaugurée ce samedi à Rzeszowa, une ville du sud de la Pologne et grand lieu de pèlerinage des catholiques qui s'y rendent pour prier devant le tableau de la Vierge Noire. La statue pèse 10 tonnes et mesure 13,8 mètres de haut. Depuis sa mort en 2005, Jean-Paul II est entouré d'un culte populaire par les catholiques en Pologne qui attendent avec impatience sa canonisation. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver en ligne au www.futurtvnetwork.com. Excellente suite de programmes sur notre antenne et bonne fin de semaine à toutes et à tous. تسمية النائب الأستاذ فنان سلام.